relève, relève de ça. Donc, comment réviser? Qu'est-ce qu'on doit réviser? Et pour répondre directement à votre question, est-ce qu'on peut se contenter des articles scientifiques ou bien on doit lire les ouvrages? Moi, je dirais tout simplement qu'on doit lire tout ce qui se rapporte à la spécialité pour laquelle nous avons opté. Donc, que ce soit des ouvrages de référence, bien entendu, les ouvrages sont incontournables, on ne peut pas se contenter uniquement d'articles. Et nous allons voir par la suite la différence qu'il y a dans le traitement de l'information. Donc, l'information n'est pas traitée de la même manière quand il s'agit d'un ouvrage ou bien d'un article scientifique, comme vous le savez. Donc, ouvrages, articles, revues, bien sûr, des revues spécialisées, articles sur le net. Alors, tout ça, si le contenu est en rapport direct avec notre spécialité, donc ils sont les bienvenus. Je ne sais pas si M. Missoum pouvait ajouter quelque chose en la matière. Sans pour autant oublier les cours qui ont été donnés par les différents enseignants, les différentes matières dispensées au niveau du master. Ces éléments aident beaucoup les futurs candidats au doctorat dans la préparation de leur concours. Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la préparation au concours de doctorat? Alors, comme vient de le dire mon collègue Ejida, nous avons vu qu'il y avait deux parties. Une première partie qu'on a appelée un avant et une deuxième partie qu'on a appelée le pendant. Alors, la préparation, alors vous avez dans un premier temps quelque chose qui s'appelle la révision. On va se mettre à réviser. Est-ce qu'on va tout réviser ou est-ce qu'on va cibler nos révisions? Alors, première difficulté à laquelle est confronté le futur doctorant, c'est le manque de temps. Vous avez un temps très court et vous avez une masse d'informations à voir. Alors, ce qui fait que du moment que il y a une disproportion entre le temps et la masse, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la personne, elle va être dans un premier temps affolée. Alors, elle va se poser cette question, qu'est-ce que je vais réviser? Est-ce que je vais tout réviser? Non, il ne faut pas tout réviser, il faut cibler ces révisions. C'est-à-dire, le ciblage, comment il se fait? Il se fait à partir de l'offre de la formation elle-même. Parce que dans l'offre de la formation, comme va l'expliquer M. Edida, vous allez avoir ce qu'on appelle les axes sur lesquels va porter le concours de doctorat. Et là, M. Edida va apporter d'amples informations sur ce propos. Peut-être que tu as une autre question à poser avant de passer avant de parler des axes, justement. Oui, je tiens à préciser avant de poser ma... Oui, avant de passer aux autres questions plutôt, je tiens à informer ceux qui aimeraient poser leurs questions d'utiliser la fonctionnalité chat de l'interface ou bien de les poser sur la page Facebook de l'ANECLEA. J'ai une autre question, si vous permettez, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon. Oui. S'agissant de quoi retenir, certains, doutant de leurs compétences rédactionnelles, s'adonnent à dévorer des paragraphes entiers. Qu'en dites-vous de cette façon de faire? Alors, encore une fois, avant de répondre à cette question, je tiens à préciser un point que je juge très important. C'est le choix de la spécialité. Vous êtes titulaire d'un master en didactique, en sciences du langage ou bien en littérature, et vous savez très bien que le concours de doctorat revêt un caractère national et qu'il est ouvert à tous les masterants dans la filière. Donc, que ce soit un doctorat en sciences du langage, en didactique ou bien en littérature, n'importe quel masterant en langue française, bon, puisqu'on parle des langues étrangères, donc prenons l'exemple de la langue française. Alors, que vous soyez titulaire d'un master en littérature, en sciences du langage ou bien en didactique, vous avez la possibilité d'opter pour n'importe quelle spécialité. Donc, vous pouvez être candidat dans un concours de doctorat, spécialité didactique, même si vous êtes littéraire. Alors là, je tiens quand même à donner un conseil à nos masters. Il va falloir que vous distinguiez deux types de culture. Il y a ce qu'on appelle la culture générale et il y a la culture académique, culture universitaire. Parce qu'il m'arrive souvent de discuter avec des étudiants et qui me disent, voilà, moi je suis bon partout. Moi je suis bon en littérature, je suis bon en didactique, je suis bon en sciences du langage. Pourquoi? Alors généralement ces étudiants-là, ils ont un bon niveau en langue.
Voilà. Ils ont un bon niveau en langue. Disons les choses clairement, ils sont bons en français. D'accord? Ils sont bons en français. Alors, ils vous disent, voilà. Donc, ils vous disent, voilà, moi, je peux très bien préparer une thèse en littérature comme je peux la préparer en sciences du langage ou bien en didactique. Alors, ces étudiants-là, ils ont une culture générale. Ils ont un master dans une spécialité donnée, mais ils ont des connaissances en littérature, par exemple, en sciences du langage, alors qu'ils sont en didactique. Alors là, il va falloir qu'ils fassent la différence entre la culture générale et la culture académique. Ce n'est pas parce que vous êtes un féru, un passionné de littérature, ce n'est pas parce que vous dévorez les romans, ce n'est pas parce que vous avez quelques connaissances, je dirais, entre guillemets, approximatives en littérature, que vous êtes capable de faire une recherche en littérature. Parce qu'il y a une différence entre être un passionné de littérature et être un chercheur en littérature. Alors, si j'ai un conseil à donner à mes étudiants, c'est bien le respect de la spécialité. Vous êtes titulaire d'un master en didactique, l'idéal serait que vous optiez pour la didactique. Vous êtes titulaire d'un master en littérature, vous optez pour un master en littérature. Bien sûr, on va me dire, par exemple ici à HLEF, qu'on n'a pas ouvert un master en littérature. Donc, je vous dis que le doctorat revêt un caractère national. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire ici à HLEF, vous pourrez le faire ailleurs. Voilà. Alors, maintenant, concernant la question que vous avez posée. Bien, alors, pour la question qui a été posée, là, je voudrais apporter un éclaircissement. C'est-à-dire que si on prévoit des concours de doctorat, c'est pour préparer des personnes, premièrement, critiques, parce qu'ils vont être amenés à produire une thèse de doctorat, et dans la thèse de doctorat, il ne suffit pas de glaner ou de chercher des informations un peu partout et de le coller les unes à côté des autres. Alors, le travail de doctorat, c'est quoi? C'est montrer que, premièrement, on a compris le sujet sur lequel nous allons travailler. Deuxièmement, nous allons, comment dire, faire appel à des savoirs qui sont, comme vient de le dire Monsieur Missoum n'est plus en ligne. Ah, voilà, maintenant, il est revenu. J'ai dit, qui sont dans les articles et les ouvrages. Alors, pour le jour du concours, il y a Monsieur Missoum, si vous permettez. Oui. Oui, je vous vous êtes déconnecté et après vous êtes reconnecté. Est-ce que vous pouvez reprendre votre réflexion? Alors, oui, je répète, j'ai dit que pour la formation doctorale, on essaie d'avoir des personnes qui réfléchissent et non pas des gens qui vont restituer des savoirs. Restituer des savoirs. Alors, moi, je vais vous parler de mes propres constats en tant que surveillant le jour de l'examen du concours de doctorat. Ce que j'ai remarqué, c'est que très peu d'étudiants recourent à l'usage du brouillon. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont dans ce qu'on appelle la didactique de l'écrit, ce qu'on appelle les connaissances rapportées. Ils ne sont pas dans quelque chose qui s'appelle les connaissances transformées. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs canadiens qui ont travaillé sur les scripteurs OBIS. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté qu'on avait deux types de scripteurs. Il y a ce qu'on appelle les scripteurs qui sont dans la stratégie des connaissances rapportées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils apprennent un cours par cœur et ils le restituent directement sur la copie. C'est-à-dire, si on prend le cahier de l'élève, le cahier de l'étudiant ou la copie, on va trouver que c'est la même chose. Il n'y a aucune réflexion. Il n'y a aucune réflexion. Alors qu'il y a une deuxième stratégie qu'on appelle la stratégie des connaissances rapportées. Alors, comment procèdent ces scripteurs? C'est que donc, ils révisent leurs cours, sauf que les cours, qu'est-ce qu'ils font à la fin? Ils font ce qu'on appelle une synthèse avec leurs propres mots. Alors, quand on fait une synthèse avec ses propres mots, on retient mieux. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons produit cette synthèse. Et là,
le problème aussi de la mémorisation ne se pose pas. Alors, le jour, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent le sujet de l'examen et à partir de là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de problématiser. Ils prennent seulement des notes, ils écrivent des notes sur le brouillon et à partir de ces notes, ils commencent à tisser. D'accord? Parce que le texte vient de tissage, hein, il commence à tisser, à trouver, à mettre les idées les unes à côté des autres. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a, premièrement, une réflexion, et deuxièmement, on constate aussi qu'il y a une progression dans la réflexion. Donc, de la cohérence. Oui, il y a de la cohérence. Alors que dans la première, il y a absence totale de l'étudiant. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que répéter ce qu'on dit les autres. Alors moi, personnellement, je déconseille les étudiants de recourir à ce type de stratégie. Dans le même ordre d'idées, et pour rester toujours dans l'étape qui précède le concours, donc la révision, donc l'avant, comme l'a si bien dit M. Nissou, je vais essayer de revenir à la première question que vous avez posée. Que doit-on réviser et comment on doit réviser? Donc, que doit-on réviser? On a répondu à votre question tout à l'heure, mais j'apporte plus de précision. Donc, c'est en fonction des axes. Alors, heureusement que actuellement, nous sommes devenus, enfin, j'allais dire généreux, mais disons moins avares que nos aînés. Alors, parce qu'autrefois, on organisait des concours, et c'était des concours en didactique, en littérature, en sciences du langage, et on n'en savait absolument rien. Donc, c'est un concours en didactique, et on ne sait pas sur quoi va porter le sujet. Alors maintenant, je crois que ça se passe de la même manière dans toutes les universités algériennes. Alors, à l'approche du concours, on révèle les axes. Je parle bien des axes, on révèle les axes, on ne révèle pas le sujet, bien entendu. Bien sûr. Voilà. On révèle les axes sur lesquels va porter le sujet. Je vous donne un exemple très très simple. Là, c'est en fonction, bien entendu, de l'épreuve de spécialité. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, dans le concours, il y aura deux épreuves. Il y aura une épreuve de spécialité et une épreuve méthodologique. Oui. C'est bon, je continue? Oui, bien sûr. Alors, l'épreuve de spécialité, elle est dans l'offre de formation. J'illustre toujours par notre projet doctoral. Par exemple, nous avons une spécialité qui s'intitule Didactique des langues et cultures. C'était didactique du FLE, maintenant on l'appelle didactique des langues et cultures, c'est la nouvelle nomenclature adoptée par le ministère. Donc, didactique des langues et cultures. Nous aurons donc deux épreuves, une épreuve de spécialité et une épreuve méthodologique. Donc, l'épreuve de spécialité, dans le projet doctoral même, elle est intitulée Approche récente et enseignement du français. Approche récente et enseignement du français. Alors déjà, donc rien qu'en prenant connaissance de l'intitulé ou de l'épreuve, on a une idée sur quoi va porter le sujet. Mais malgré cela, nous avons défini un certain nombre d'axes. Par exemple, lorsque vous voyez qu'il y a une épreuve qui va porter sur les approches, vous allez directement réviser les approches récentes. Alors, les approches récentes, les méthodologies d'enseignement, vous allez les réviser. Et, par exemple, si vous avez un ouvrage traitant de la didactique de l'oral, alors là, vous n'allez pas réviser la didactique de l'oral, parce que ça n'a rien à voir avec l'épreuve de spécialité. Et c'est comme ça que se fait le tri. Il se fait en fonction des axes retenus pour le concours. Oui. De deux, puisque vous avez parlé de revues, d'articles, etc., parfois l'article, il s'avère être plus intéressant qu'un ouvrage. C'est plus facile à lire, c'est plus facile à synthétiser. D'accord? Et parfois, dans un ouvrage, on traite plusieurs notions à la fois, et nous n'avons besoin que d'une notion en relation avec l'épreuve de spécialité. Donc là, c'est toute cette opération mentale qu'on appelle la synthèse. D'accord? La sélection de l'information, parce que vous avez le phénomène du bruit, le phénomène du silence. Parfois, on cherche une notion, on la trouve nulle part, donc c'est le silence. Et parfois, on trouve une documentation assez riche et, comme on le dit souvent, trop d'informations tue l'information. Tue l'information, exactement. Voilà. Donc, pour les étudiants qui n'ont pas cette faculté de synthèse, il leur sera très difficile donc, de réussir leur révision. Alors, la synthèse, c'est quoi?
c'est le fait de réécrire ce qu'on a lu, tout simplement. On réécrit à notre façon ce qu'on a lu. J'ai lu un article, qu'est-ce que j'ai retenu? Je vais essayer de schématiser ce que j'ai retenu. Donc, je le schématise, alors sous forme d'un tableau, sous forme d'un schéma proprement dit. D'accord? Un schéma, tout simplement, carrément. Oui. Ou bien sous forme d'un tableau, ou bien sous forme de notes, la prise de notes. La prise de notes, c'est une technique à laquelle on a initié nos étudiants quand ils étaient en licence. Donc, qu'est-ce qu'on doit réviser? On révise en fonction des axes. Comment doit-on réviser? On révise en sélectionnant donc l'information dont on a besoin d'abord, et puis on la synthétise. Merci, monsieur. Bien, moi, je voudrais. Est-ce que vous avez une question ou non, si vous voulez, donner plus de détails, ce sera la bienvenue. Oui, moi je vais continuer dans le même ordre d'idée. Monsieur Aïdida vient de dire que trop d'informations tue l'information. Alors moi je dirais trop de révision tue la révision. Comment? Vous expliquez. C'est nouveau. Voilà. Alors, on en prend toujours de vous, monsieur Bissou. Oui, alors je reviens à ce que j'avais dit auparavant. Alors j'avais dit que faute de temps, on est limité par le temps et on a une masse d'informations à mémoriser. Il nous est impossible de faire ce travail de la façon la plus correcte. Pourquoi? Parce que, pour retenir une information, pour retenir un cours, il faut le revoir plusieurs fois. La répétition, elle est nécessaire dans la mémorisation d'un cours. C'est scientifiquement prouvé. Et on nous dit que pour retenir un cours, il nous faut au moins le revoir 6 fois. C'est-à-dire ça, c'est le minimum. Bien, ça, c'est un. Et deux, vous avez ce qu'on appelle, la surcharge. C'est-à-dire que à trop vouloir tout réviser, on ne va pas pouvoir tout retenir. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre mémoire, la pauvre, elle est limitée. Il est impossible de tout retenir. Ça, c'est de 2. Et de 3, c'est que cette révision, elle va se faire au dépend de quelque chose qui s'appelle aussi le repos. On ne va pas se reposer. Du moment qu'on ne va pas se reposer, et élément encore qui va venir se greffer à tout ça, c'est le stress. Et avec le facteur stress, il a été aussi prouvé scientifiquement que quand on est stressé, il nous est impossible de retenir des informations. Alors, autant cibler les sources sur lesquelles on va travailler, c'est-à-dire, je vais me dire, voilà, moi, ce qu'on propose, par exemple, dans telle offre, c'est la didactique de l'écrit. Je vais prendre la didactique de l'écrit comme repère. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi, personnellement, j'ai travaillé sur la didactique de l'écrit. Alors, je vais dire, voilà, il y a avant 1980, il y a après 1980. Avant 1980, il y avait, on pensait que l'écrit relevait du don et il ne s'enseignait pas. Après 1980, avec l'arrivée des cognitivistes, on a un changement de paradigme. On se dit, tiens, l'écriture, comme toute autre compétence, elle peut être enseignée. Et là, vous allez avoir. J'ai 2 repères. J'ai avant 1980 et après 1980. Ceci, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faciliter ma révision. La même chose, c'est-à-dire, il faut toujours cibler. Une fois que j'ai ciblé, que ce soit les cours de mes différents enseignants ou que ce soit des ouvrages ou des articles, je vais dire, tiens, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Je mets de côté. Et après, je lis et en même temps, je prends des notes. C'est-à-dire, il faut prendre des notes. C'est-à-dire, il faut que vous-même fassiez la synthèse. Je répète, et je vais le répéter plusieurs fois, c'est que si on écrit soi-même notre synthèse, on retient mieux. Voilà ce que je voulais dire. Oui, merci beaucoup. Une autre question, si vous permettez. Bon, maintenant, on va parler, si vous permettez, de la rédaction scientifique. On a parlé de avant le concours, vous avez parlé de la préparation, de comment choisir, sélectionner les revues, comment réviser, Maintenant, c'est la rédaction scientifique. Parce que la rédaction scientifique, elle est en quelque sorte la bête noire des candidats.
Je sais qu'il y a tant à dire à ce sujet. D'ailleurs, des ouvrages ont été rédigés en ce sens. En tant que correcteur, monsieur, quels sont les critères d'une bonne production? Alors là, je pourrais dire que, en fait, tout le webinaire pourrait se réduire Exactement. C'est pour à ça la qu'il réponse dit que vous donnez. qu'il y a Oui, tant à dire en ce sens et que même il y a des oui. ouvrages qui sont voilà, rédigés en ce sens. Mais j'aimerais bien les grandes lignes parce que comme ça, les candidats sauront à quoi ils auront affaire le jour de la rédaction. Oui, parce que si on vous répond, si on répond directement à votre question, on ne trouvera pas quoi dire par la suite. Oui, parce que là, notre réponse s'apparenterait à plutôt une recette. À une recette. Mais bon, essayons de donner quelques éléments de réponse. OK? Oui, Voilà. Du temps, essayons de réfléchir. Je vais essayer de réfléchir avec vous à haute voix. Alors que les futurs candidats sachent qu'il n'y aura pas de questions directes. Ça, c'est la première chose. oui. Il n'y aura pas de questions directes. Question-réponse, question-réponse. Oui. Donc, cela devrait normalement les amener à ne pas tomber dans le parcourisme. Donc, ils n'auront pas à apprendre par cœur. Parce que le jour J, on ne va pas leur demander de restituer ce qu'ils ont appris par cœur. Donc, ça ne sera pas de la restitution. Ça sera de la rédaction proprement dite. Vous avez dit rédaction, et pas n'importe quelle rédaction, ça sera une rédaction scientifique. Bon, le jour J, le sujet, ou bien la consigne qui va être présentée au candidat, donc il y aura une citation, généralement une citation, qu'on leur demandera de commenter. Donc vous avez les mots-clés essais, rédaction scientifique, commentaire. Donc si vous voulez, pour répondre à toutes les questions que se posent nos internautes et que vous vous posez vous-même, nous allons essayer de parler d'abord du commentaire. Qu'est-ce qu'un commentaire? Qu'est-ce qu'un commentaire réussi? Et justement, pas plus tard qu'hier, on en a parlé, et nous avons dit que le commentaire, c'est pour nous enseignants, c'est un exercice très difficile. Pourquoi difficile? Parce qu'il nous est très difficile d'enseigner le commentaire. Parce que quand on dit comment on commente, on s'attend toujours à des recettes. C'est comme s'il y avait des techniques, voilà, techniques du commentaire. Et si donc tout le monde appliquait ces techniques-là, donc on réussira son commentaire. Or, ce n'est pas toujours le cas. Vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. S'il y a des critères de base, donc pour dire que ça c'est un bon commentaire, ça c'est un commentaire qui laisse à désirer, etc. S'il y a des critères, il y a toujours la touche personnelle du candidat, du scripteur, j'allais dire. La touche personnelle du scripteur. Et là, je vous renvoie à une thèse qui a été soutenue à l'université de Blida, l'UNICIALI justement. C'est la thèse de Mme Hamdel Chanez, qui a fait un très bon travail sur le commentaire composé et qui a montré que, donc, au-delà des techniques, le commentaire, c'est d'abord quelque chose de très personnel. Donc, nous allons essayer, je vais redonner la parole à M. Michou, nous allons essayer de parler de ces critères. D'accord? Qu'est-ce qu'un commentaire? Comment doit-on faire de la citation une question, transformer la citation en question, donc la problématiser et ensuite essayer d'y répondre, comment amorcer le commentaire par une introduction réussie, etc. Donc, il y a un certain nombre de critères. Et ensuite, nous allons parler de la touche personnelle du candidat. Bien, voilà. Moi, avec mes étudiants, alors, je travaille les commentaires. Alors, qu'est-ce que je leur conseille de faire? Dans un premier temps, une fois que vous avez pris connaissance du sujet, ça c'est ce que j'appelle moi une première lecture. D'accord? C'est une lecture de prise de contact avec le sujet. Alors, cette première lecture, elle se fait de façon très, très rapide. Il ne faut pas trop, comment dire, s'attarder. Alors, vous avez une deuxième lecture qui, elle, ça s'appelle une lecture qui va être une lecture repérage. Ce que j'entends par lecture repérage, c'est-à-dire que je vais lire, mais cette fois-ci, en faisant très attention au contenu du sujet qui est proposé. Et là, qu'est-ce que je vais faire?
je vais repérer ce qu'on appelle les mots-clés et je les souligne. Je souligne les mots-clés. Une fois que j'ai souligné les mots-clés, alors je passe à la troisième et dernière étape. Alors, il faut faire très attention. Toutes ces étapes sont importantes. La troisième et dernière étape, qu'est-ce que je vais faire? Alors, une fois que j'ai souligné dans la deuxième étape, je mets un point d'interrogation sur chaque mot clé. Et là, je passe à la troisième et dernière question que moi j'appelle une lecture, et ça va être une lecture, si vous voulez dire, interprétation. C'est-à-dire, que veulent me dire ces différents mots-clés? Il faut questionner les mots-clés. Alors, une fois que vous avez questionné les mots-clés, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arriver à quelque chose qui s'appelle le sous-entendu. Alors, le sous-entendu, c'est ce qu'il faut transformer en question de recherche. C'est-à-dire, je dis, voilà, dans tel sujet, on me dit par exemple, quelle est la valeur accordée par exemple au droit, par exemple. Alors là, je vais prendre le mot le plus important ici, c'est pas le mot droit, c'est accorder, c'est-à-dire quoi? Le droit, c'est pas quelque chose de donné directement. On ne vient pas avec ça. Alors, il faut travailler sur ce mot. Là, on aurait aimé vous donner des exemples plus concrets, hein, mais comme on n'est pas, on est pris par le temps, on va essayer de vous donner comment dire, des indications, mais ça va être des indications plus générales. Une fois que vous avez fait votre problématisation, ça y est, alors vous passez à la première étape qui est une étape très très importante qui est votre introduction. Dans l'introduction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par poser déjà votre sujet. Alors il parle de quoi? Votre travail, comment il va se dérouler. Et là, moi, personnellement, en tant que correcteur, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que beaucoup d'étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle de la concaténation d'informations. Ils prennent des informations, ils mettent les informations les unes à côté des autres, et qu'est-ce qu'on a? On a une impression de décousu, on ne voit pas la progression, comment elle se fait, d'accord? La progression, comment elle se fait, et généralement, vous avez les fameuses règles de Charol ne sont pas respectées. Vous avez des fois, on dit dans un passage quelque chose, et dans le deuxième passage, on dit le contraire de ce qu'on a dit dans la. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une continuité. Et le commentaire, c'est un raisonnement, et le raisonnement se construit. Vous avez un début et une fin, et il faut qu'on voit cette progression. Et malheureusement, dans un grand nombre de copies des étudiants que nous avions à corriger, on ne voit pas cette progression. C'est comme si la personne tournait, comme on dit l'expression, tournait autour du pot. C'est-à-dire, il dit tout, mais sans rien dire. Voilà. Voilà. Alors, autre chose, peut-être que vous allez poser des questions plus précises, n'est-ce pas? Et nous allons essayer de répondre, mais je tiens à ajouter quelque chose. Ce qu'il faut éviter dans un commentaire, c'est de paraphraser l'auteur. De paraphraser, de dire la même chose que l'auteur, mais autrement. De paraphraser l'auteur. Pourquoi? Parce que dans un commentaire, de même que dans n'importe quel travail de recherche, qu'il s'agisse d'un mémoire de master ou bien d'une thèse de doctorat, vous avez toujours une partie théorique. Nous, en didactique, en sciences du langage en général, nous avons toujours une partie théorique, un cadre théorique et une partie pratique. Dans le cadre théorique, nous avons deux attitudes, ou bien comment je vais dire, vous avez deux options, soit l'énumération, soit le positionnement. Donc, généralement, l'erreur que commettent nos doctorants, nos masterants, c'est de faire de la partie théorique une compilation de définitions. Donc, c'est l'énumération. J'énumère, voilà ce qu'a dit X de cette notion, voilà ce qu'on pense Y, etc., etc., etc. C'est ce qu'on appelle l'énumération. Alors que dans un cadre théorique, ce qui est attendu d'un chercheur, c'est son positionnement. Et c'est pour cela que j'insiste sur la touche personnelle.
la touche personnelle. Là, c'est votre positionnement en tant que chercheur. Parce que d'ores et déjà, hein, je tiens à le dire, il faut que nos candidats se mettent d'ores et déjà dans la peau d'un chercheur. Ils se disent que si je suis admis à ce concours, demain, j'aurai à préparer une thèse. Donc, il faut en se mettant dans la peau d'un chercheur, alors, il ne faudrait pas qu'il se contente de rapporter ou bien d'énumérer des définitions. Alors là, même si c'est généralement les étudiants qui ont, comme l'a si bien dit M. Misson, ce sont les étudiants qui ont dévoré un certain nombre d'ouvrages et d'articles et qui ont appris par cœur des définitions, qui croyant bien faire, alors le jour J, donc ils les restituent dans le but d'impressionner le correcteur. Voilà, c'est comme si on disait au correcteur, voilà, moi, je maîtrise très, très bien ma notion. La preuve est que j'ai lu plusieurs ouvrages et donc que j'ai pu en tirer ces définitions-là. Alors que ce qui est attendu du candidat, c'est de citer, bien entendu. Bien entendu, c'est un travail de recherche. Une rédaction scientifique, c'est un travail de recherche. On peut pas ne pas citer les grands noms, par exemple, s'agissant des approches méthodologiques, on peut pas ne pas se référer aux grands didacticiens. Mais ce qui est beaucoup plus attendu de notre candidat, c'est qu'il se positionne par rapport à ce qu'il avance. Et c'est là qu'apparaît la touche personnelle. Oui, oui, j'ai compris, merci. Très bien. Merci beaucoup, c'était très clair. Maintenant, un autre problème qui pose problème également, c'est quelles sont les différences que vous observez entre les termes de commenter, analyser et développer. Comment vous faites la liaison entre ces termes et les types de textes, à savoir le texte expositif, descriptif et argumentatif? Certaines personnes pensent que le commentaire d'une citation n'est qu'un texte expositif, là où on expose de l'information. Certains disent que non, c'est un texte argument. C'est un texte plutôt où l'on argumente notre point de vue par rapport à cette citation. Ben, vous savez, Youssef, bon, oui. Je ne vais pas m'aventurer en répondant directement à votre question, mais je sais par exemple que ces frontières entre les différents types de textes tendent maintenant à disparaître. Il y a une imbrication, il y a une sorte d'imbrication, et d'ailleurs on ne les appelle plus les types de textes, on les appelle des genres de discours. Genres de discours. Il y a une certaine imbrication et les frontières ne sont pas très étanches. C'est-à-dire qu'en argumentant, nous sommes en train d'exposer. Et en exposant, on est appelé parfois à argumenter. Alors, l'essentiel, oui. Alors, mais bien sûr, il y a quand même, c'est pour ça qu'on parle de texte, par exemple, expositif à dominante argumentative. D'accord? À dominante argumentative. Un texte argumentatif à dominante expositive, etc. Narrative, etc. Bon, il n'y aura pas de narration ici. D'accord? Il faut bien le savoir. Vous n'aurez pas à raconter votre vie, d'accord? Donc, vous aurez à commenter une citation. Et là, bon, si vous voulez, mon point de vue, moi je crois qu'il y aura beaucoup plus, dans un commentaire, il y aura beaucoup plus d'argumentation plutôt que d'explication. On argumente beaucoup plus qu'on explique ou bien qu'on expose. Je ne sais pas s'il partage mon point de vue, M. Nissoum. Oui, non, moi personnellement, je vois les deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie où on va avoir à exposer. Par exemple, quand je vais citer un tel ou un tel qui a travaillé sur telle ou telle question, là, je suis dans ce qu'on appelle l'exposé. J'expose quelque chose. Mais avec mes propres mots, bien sûr. Là, ça, c'est quelque chose de très, très important. Avec mes propres mots, je fais ce qu'on appelle de la reformulation. Je reformule les propos de quelqu'un. Ça, c'est, Monsieur Missoum, on ne vous entend pas. Alors, je répète, j'ai dit, pour ma part, il y a les deux. Il y a et l'exposition, et l'expositif plus l'argumentatif. Alors, où est-ce qu'on voit l'expositif? C'est quand je vais solliciter les différentes théories. Je vais dire X a dit quelque chose, Y a dit quelque chose, et ainsi de suite. Alors, le positionnement, où est-ce qu'il va venir? C'est dans la partie argumentative. Je veux dire que moi, personnellement, Youssef, est-ce que vous m'entendez? Non. Youssef. La source. Un problème. Un problème. Les aléas du direct. Non, c'est chez lui.
sais pas. Est-ce que les autres nous entendent? Je ne sais pas. Je sais pas. Rien à tous les. Est-ce que vous nous entendez? Oh oui, on vous entend. Bien, alors je termine mon exposé. Alors j'avais dit que dans le positionnement, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir la partie qui va être la partie argumentative. Vous allez dire, voilà, je viens de citer un tel et un tel et un tel, et moi, personnellement, je suis plus du côté de un tel. Et vous allez dire pourquoi. Il ne suffit pas de dire je partage les points de vue de un tel sans pour autant justifier ce positionnement. Alors, dans la justification du positionnement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer à la partie qui va être la partie argumentative. On peut jouer, il n'y a pas de question. Est-ce qu'on peut voir les questions? On entend toujours Youssef. On attend toujours Youssef. Sinon, les questions. Sinon, des questions. Est-ce que vous chat? Ça va venir. Le chat. Discussion, discussion. Question, réponse, question. Oui, mais souvent, on lit la Pas de question. Youssef, ça vit les rebonds. Exactement, j'avais un problème une coupure d'électricité. Ah, d'accord, ok. Les allées du direct. Est-ce que vous avez une question? D'autres questions? Oui. Oui, bien sûr. J'en ai une autre. Allez. Oui. Monsieur, la citation des citations. La citation des citations pose également problème. La manière de les insérer dans le texte, je veux dire. Des explications à ce sujet, si vous permettez. Comment insérer? Certains pensent qu'il suffit seulement de dire l'auteur, par exemple, de Saussure, pense que. Ou bien on met, entre guillemets, la citation telle qu'elle est prise du document source et on la met entre guillemets et on met, si vous voulez, la référence en bas de page. Oui, là, vous avez le choix quand même. Les deux sont possibles. Là, si vous avez bien appris, si vous avez appris par cœur la citation, vous pouvez l'insérer telle quelle. Et bien sûr, ces notions, vous les avez vues dans le cadre du module technique du travail universitaire. Comment insérer une citation. Alors, soit vous l'insérez telle quelle, et à ce moment-là, vous respectez bien entendu un certain nombre qu'est-ce qu'on respecte là, de critères, d'accord? Là, donc les deux points, les guillemets, etc. Saussure pense que deux points, et ensuite la citation entre guillemets. Sinon, moi, je préfère personnellement, je préfère que la citation soit reformulée, soit rapportée et reformulée par le candidat lui-même. D'accord? Parce qu'il ne s'agit pas ici, il ne s'agit pas d'un mémoire ni d'une thèse. Donc, vous avez un certain nombre, vous avez un nombre limité de lignes. Voilà, un nombre limité de lignes. Donc, on ne va pas s'amuser à rapporter toutes les citations que nous avons apprises. Moi, je préfère que la citation. Et votre préférence nous intéresse parce que vous êtes correcteur et les candidats, ils veulent beaucoup entendre l'avis d'un correcteur. Parce que ce qu'on a appris en cours. Mais non, attendez. Alors, s'ils veulent entendre l'avis d'un correcteur, c'est qu'ils pensent que cela constitue un critère d'évaluation. Exactement. Non, pas du tout. C'est-à-dire que non. En quelque sorte, ils se disent que ceux qui rapportent la citation telle qu'elle est, ils sont propices à une bonne évaluation. Voilà, sans y apporter de modifications, donc seront mieux évalués que les autres. Eh bien non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est notre. Oui. C'est l'avis d'un correcteur. C'est l'avis de deux correcteurs. Hein. D'accord? Très bien. Voilà. Il se trouve bien que d'autres en tiennent compte. Je tiens à relativiser. Ah oui. Donc, vous n'êtes pas unanime à ce sujet. Bien sûr. Non, mais logiquement, on ne peut dire pas en considération ça. Alors, le problème qui se pose, est-ce que le fait de citer des citations
coïncide avec un commentaire de qualité. Non? C'est ça la question. C'est ça la question. Alors, je répète. J'ai dit, est-ce Oui, que le fait de citer des citations coïncide avec un commentaire de qualité? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pas forcément. Je pose la question autrement. Si tu Allez-y, allez-y. Est-ce que pour réussir son commentaire, on doit citer des citations? Je vous pose la question, pour vous. À mon avis, en tant que doctorant, il me semble que cela participe énormément d'une bonne prestation, en quelque sorte. Oui, mais Participe. Ça participe, oui. Participe. Mais attendez, il faut pas perdre de vue le contexte. Oui. C'est une épreuve. C'est pas un mémoire, c'est pas une thèse. C'est une épreuve. D'accord? Donc, si vous voulez, parfois, on est obligé, on est appelé à étayer ses arguments, à étayer son argumentation par ce qu'on appelle les arguments d'autorité. Et qu'est-ce qu'un argument d'autorité? C'est une citation. Citation des spécialistes. D'accord? Donc, moi, je crois. Donc, je vais essayer de couper la poire en deux. Donc, les citations, on ne peut pas s'en passer dans un commentaire. D'accord? Parce qu'on doit étayer son argumentation, mais il ne faut pas non plus que le commentaire se transforme en un partage de citation. Tout simplement. Émaillé de citations. Non. Donc, c'est bon, Youssef? Ouais, très bien. Je peux reformuler si vous permettez? Allez-y. Oui. Est-ce que, par exemple, je peux mettre dans la peau d'un candidat et je vais me dire que, voilà, que si j'effectue une très bonne prestation, même si je n'insère aucune citation, cela peut participer d'une très bonne évaluation. Oui, c'est possible. Je précise. Confirmez? Je précise, c'est M. Missoum Bouziyan Hassan et Aïdjida qui vous le confirment. Oui. Très bien. C'est comme ça. Deuxième possibilité, et là, moi, je vais terminer ce que vous avez commencé. Alors, on a eu à corriger des copies de doctorants, c'est-à-dire de futurs doctorants, où il y avait, une dizaine de citations et on ne voyait pas la progression. Alors, une simple compilation. C'est-à-dire, faites très attention, il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle du tape à l'œil. On va dire, tiens, pour taper dans l'œil, du tape à l'œil. Ah oui, très bien, c'est compris. On va dire, tiens, je vais avoir en face un correcteur va lire ma copie, alors pour l'impressionner, je vais mettre beaucoup de citations. Ça ne marche pas. Ce qui marche le plus, c'est qu'on voit qu'il y a réellement la construction d'un raisonnement. C'est ce qui est le plus important. Il faut qu'il y ait un raisonnement. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai dit, une fois que vous êtes reçu au concours du doctorat, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être amené à montrer, premièrement, votre esprit de synthèse, c'est-à-dire que vous pouvez synthétiser des documents, et de deux, c'est que vous pouvez prendre position par rapport à ces documents. Vous dites, voilà, moi je suis plus en lien direct avec, par exemple, tel courant par rapport à un autre courant, et en même temps, je vais apporter mon argumentation. Pourquoi je partage plus les idées qui sont, par exemple, avancées par tel courant par rapport à un autre courant. Très bien. Alors, ce qui compte le plus, maintenant c'est le raisonnement et progression. Il faut qu'il y ait une progression. Merci beaucoup. Je viens de recevoir un ensemble de questions de la part de certains participants que nous remercions, bien sûr. La première, c'est Amel qui pose la question suivante. Commentez cette citation. Est-ce qu'on va rédiger un commentaire, méthodologie spécifique, ou on va rédiger seulement une dissertation? Je répète. On n'a pas bien compris la question. On n'a pas bien entendu. Je vais reprendre la question de ML. Voilà. Commenter cette citation. Est-ce que, le fait de dire commenter cette citation, voilà ce que je viens de comprendre. Est-ce qu'on va rédiger un commentaire, une méthodologie spécifique, entre parenthèses,
ou bien on va rédiger seulement une dissertation? Oui, je sais parce que là, il va falloir qu'on précise et qu'on définisse d'abord ce que c'est qu'un commentaire et ce que c'est qu'une dissertation. Mais là, je crois que la réponse est dans la question. Quand on vous demande de commenter, vous allez rédiger un commentaire. Commenter une citation, donc vous allez rédiger un commentaire. La réponse, elle est donc, on va chercher midi 14 heures, hein, d'accord? On vous demande, il faut être pragmatique, d'accord? Bon, je vois qu'il y a une participante qui nous demande si elle peut poser une question alors qu'elle est en architecture, elle n'est pas dans les langues étrangères. On va essayer d'aborder dans la mesure du possible. Donc, c'est juste pour reprendre la question qui a été posée concernant le commentaire et la dissertation. Là, il faut être pragmatique et il faut être préparé. D'accord? On vous demande de commenter une citation, vous rédigez un commentaire. Et bien entendu, vous avez parlé de méthodologie spécifique. Oui, il y a une méthodologie spécifique. Alors, tout ce qui a été dit tout à l'heure, donc concernant l'introduction, concernant les mots-clés, concernant la lecture interprétative, concernant le raisonnement, la progression, la non-contradiction, toutes ces méta-règles de Charol, de cohérence textuelle, le positionnement théorique. Alors, tout ça, on va le prendre en considération dans la rédaction de notre commentaire. Alors, dissertation, au risque de me tromper, je ne sais pas. Dissertation, ça concerne généralement la littérature. Philosophie. La philosophie, la littérature. La dissertation, elle est beaucoup plus philosophique. Littérature. Voilà. C'est ça? Oui, Wissem nous pose, monsieur, ou bien messieurs, Wissem nous pose la question suivante. Mon problème se réside au niveau de la justification de nos explications. Lorsque j'avance et j'explique une idée, et si moi je ne me souviens pas exactement de la source d'où j'ai pris l'idée. Donc, je crois qu'elle veut dire que des fois, j'ai l'idée, mais je n'ai pas la source de l'idée. On a de peur qu'elle soit, si vous voulez, je répète. Plagiat d'idées, ça. Oui, si, je vous entends très bien. On a presque compris ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire, ce n'est pas son idée à elle. Très bien. C'est l'idée d'un autre. Exactement. Et elle ne se souvient pas de la source, elle ne se souvient pas de l'auteur, c'est ça? Et donc, elle se l'approprie, en quelque sorte. Elle s'est appropriée. C'est exactement ce que je viens de comprendre. De peur d'être accusé de plagiat ou bien de… Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de plagiat d'idée. Ça serait bien si elle se rappelle la source, si elle se souvient du nom de l'auteur. Donc, ça serait bien qu'elle le cite. Elles disent, donc, nous allons revenir à la question des citations. D'accord? Donc, selon X, selon Y, etc. Si elle ne s'en souvient pas et qu'elle décide d'exprimer cette idée, de la développer en utilisant ses propres mots, tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle. Très bien. Salah Belbecha pose la question suivante. Est-ce lors de l'examen de concours de doctorat, il est nécessaire de référencer nos informations citées lorsque nous terminons notre dissertation? C'est la question que je vous ai posée tout à l'heure, non? Non, vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire, vous faites ce qu'on appelle des renvois de bas de page. C'est ça? Ça ressemble à la question que je vous ai posée tout à l'heure, non? Non? Oui, non, il n'y a pas de… Non, vous n'êtes pas tenu de dire, par exemple, vous tracez une ligne et en bas, vous écrivez, par exemple, le titre de l'ouvrage. Non. On le fait dans le cadre d'un mémoire, d'accord, ou d'une thèse, mais pas dans le cadre d'une épreuve. Linda et Lina, elle pose la question suivante. Doit-on toujours aborder le contexte algérien dans nos dissertations? C'est une très bonne question. Tout dépend. Attendez. Il s'agit de quelle spécialité d'abord? Il s'agit de quelle spécialité? Il s'agit de quelle spécialité, de quelle épreuve? Là, on ne peut pas répondre à cette question. Sciences du langage ou bien didactique? Non, il n'y a pas que ça. Il y a d'abord la spécialité, il y a la nature de l'épreuve, et il y a la question posée. Il y a la question qui est posée. On ne peut pas répondre. Tant qu'on n'a pas sous les yeux la question posée, on ne peut pas vous dire si vous devez nécessairement faire référence au contexte algérien ou non. Je vais vous donner un exemple simple. Je prends par exemple une citation, je vais dire écrire, c'est réécrire.
Écrire, c'est réécrire. Vous n'êtes pas obligé de… Est-ce que je suis obligé de parler du contexte algérien? Si vous le faites, Bah, si vous ne vous le serez pas faites, sanctionné pour ça. oui, si vous le faites, vous ne serez pas sanctionné pour ça. Si par exemple, vous voulez donner un exemple. Sinon, Sinon, il n'y a aucune obligation à essayer coûte que coûte d'introduire le contexte algérien. Il ne faut pas que ça devienne, je sais pas, une question lancinante de me dire, ah tiens, il faut que je la mette, il faut que je la mette. Non, il n'y a pas, non, non, il n'y a pas une obligation. Non. D'accord. parce que là je tiens quand Messieurs, même à ouvrir… Karima, oui. Oui, allez-y. Non, parce que je tiens à ouvrir Oui, une mais non. parenthèse. Oui, j'ouvre une parenthèse parce que même dans les travaux de recherche, c'est devenu comme un rituel. C'est devenu comme un rituel. Alors, qu'il s'agisse de la didactique ou bien des sciences du langage, surtout en socio-linguistique. Alors, les premiers chapitres, c'est toujours l'enseignement du français en Algérie. L'enseignement du français en Algérie. En socio-linguistique, c'est presque, j'allais dire… Incontournable. c'est incontournable, la situation linguistique en En Algérie. Algérie. Et tout le monde sait. Bon, d'accord. Si votre travail s'inscrit dans le contexte algérien, oui, moi, je vois que c'est nécessaire d'en parler. Mais parfois, on travaille, par exemple, sur un autre contexte et on se sent obligé de parler du contexte algérien. Donc là, c'est pour reprendre ce qu'a dit M. Missot. Donc, si la question porte sur le contexte algérien, donc, il sera nécessaire d'y faire référence. Sinon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Exactement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. C'était très clair. Karima se demande s'il est nécessaire de mentionner le plan au niveau de l'introduction. Parfois, oui. Oui, Parfois, oui. 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 Nous allons Oui. dans un premier temps annoncer Oui. ça facilite Alors, premièrement, alors vous aurez déjà un point en plus pour le correcteur. Il sait à quoi il s'attend déjà. Une fois que vous avez annoncé votre plan, il va dire, tiens, vous devez, par exemple, commencer par telle chose. Après, je vais avoir telle chose. Oui, c'est ce qui est conseillé de faire. En procédant de la sorte, C'est le jeu. Vous aurez déjà une bonne introduction. Voilà. C'est le jeu ou bien le nous. Nous allons faire ou bien je vais faire. Alors là, c'est une question qui fait débat. Est-ce que cela pose problème? C'est une question qui fait débat. Alors moi, j'adopte plus la posture des Canadiens. Les Canadiens, ils ont réglé le problème. Alors, du moment que ce soit très bien écrit, que ce soit le je, que ce soit le nous, que ce soit le on, importe peu. Ce qui importe le plus, c'est, je répète, il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle un hybridage ou un amalgame. Vous commencez par un jeu, après vous allez avoir un nous, après vous allez avoir un on. Si vous commencez par un jeu, vous gardez le jeu du début jusqu'à la fin. Si vous commencez par un nous, il faut le garder du début jusqu'à la fin. Le problème est résolu. Alors, ce qui importe le plus, c'est ce qu'il y a après le nous ou bien après le voilà, c'est ça. C'est ce qu'il y a après le nous et ce qu'il y a après le jeu. Ah oui, c'est ça. Voilà. Monsieur, une autre il n'y a pas de pause, non? Participante vous pose la question suivante. Hein? Il n'y a pas de pause? Il n'y a pas de pause. Est-ce que vous avez… Il n'y a pas de pause, non. Il n'y a pas de pause. Messieurs, allez. Une participante vous demande s'il y a un modèle de dissertation de concours que vous pouvez nous proposer. Non, il n'y a pas. Alors, là, nous sommes catégoriques. Alors là, nous sommes catégoriques. Nous ne sommes pas là pour proposer ce qu'on appelle des solutions clés en main. Déjà, les solutions clés en main n'existent pas, la recette n'existe pas. S'il y avait une recette, on n'aurait pas eu toute cette provision de littérature concernant l'écrit et tout ce qui rapporte à l'écrit. Alors, nous, Youssef, nous sommes didacticiens. Oui, Monsieur Michel et moi, nous sommes didacticiens. N'est-ce pas? Et on dit que c'est Christian Touraine qui dit que la didactique, c'est la discipline du ça dépend. C'est la discipline du ça dépend. Quand on pose une question à un didacticien, il n'est jamais catégorique dans ses réponses. Il vous dit toujours que ça dépend. Donc, ça dépend de la situation.
Par exemple, vous lui dites, alors généralement, ce sont des questions posées par les enseignants, quelle est la meilleure méthode à enseigner le vocabulaire? Quelle est la meilleure méthode à enseigner la grammaire, etc. On leur dit souvent, ça dépend. Ça dépend. Il va falloir que vous précisiez davantage votre question. Donc, le public, le niveau des apprenants, la situation d'enseignement d'apprentissage, etc. Donc, tout ça, les paramètres, les différents paramètres de la situation enseignement-apprentissage font qu'aucune situation n'est rééditée telle qu'elle. Donc, en didactique, là, nous avons appris à relativiser. Nous avons appris à relativiser. Et c'est juste pour revenir à la question que vous venez de poser concernant le modèle. Donc, ça dépend. Ça dépend de la question. Ça dépend du candidat lui-même. Ça dépend de son niveau linguistique. Et ça dépend essentiellement de son raisonnement. D'accord? Si vous ne raisonnez pas de la même manière que X, comment voulez-vous prendre son commentaire pour modèle? Oui, c'est vrai. C'est impossible d'imaginer ça, c'est vrai. Donc, monsieur, est-ce qu'il y a un plan méthodique bien précis? Un plan, donc, est-ce que nous sommes toujours dans la traditionnelle de développement, plutôt introduction, développement et conclusion, ou bien il y a une autre façon de faire? Ça dépend. C'est sa question. Oui. Alors, bien entendu, dans n'importe quelle rédaction, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Donc là, bon, vous l'appelez traditionnel, mais c'est un plan qui est incontournable. Ah, d'accord? On ne peut pas imaginer un commentaire, une dissertation, un texte sans introduction, sans développement et sans conclusion. Alors, la question qui devrait être posée, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le développement? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans le développement? Et je crois que monsieur Missoum en a parlé tout à l'heure, hein, d'accord? Oui, donc, oui. on problématise d'abord le sujet dans l'introduction. Et ensuite, maintenant, s'il s'agit d'une argumentation, vous savez très bien qu'il y a plusieurs types d'argumentation, plusieurs schémas argumentatifs. D'accord? Oui. Donc, le schéma le plus traditionnel, c'est bien entendu le schéma dialectique. Donc, thèse, antithèse. Alors là, ça dépend de la question. C'est pour ça que je tiens à le préciser, je tiens à le répéter encore une fois, que nous ne pouvons pas apporter des réponses à toutes les questions qui sont posées. Parce que ça dépend justement. Ça dépend de la nature de la question. Et en plus, on comprend ces questions. Nous-mêmes, nous sommes posés ces questions quand on était étudiants. Voilà. Nous-mêmes, on a été confrontés à ce type de questions. Et avec le temps, on a découvert qu'il n'existait pas une solution comme ça, une recette passe-partout. Ben voilà, c'est ça. La recette passe-partout n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme vient de le dire Moukran, il y a ce qu'on appelle les différences inter-individuelles. Vous raisonnez de cette façon. Alors, lui et moi, on ne raisonne jamais de la même façon. Alors, pourquoi on est toujours ensemble? Parce que tout simplement, lui, il dit noir, moi, je dis blanc. Et pourtant, c'est la même question qui est posée. Vous comprenez? Ben, ça ne veut pas dire que lui, il a tort et moi, j'ai raison. Et l'inverse. C'est pas lui, il a raison, moi, j'ai tort. Et c'est comme ça qu'on fait avancer le débat. Oui. D'accord? Alors, pour revenir à l'argumentation, le schéma argumentatif, donc, quand il y a une question qui traite du pour et du contre, là, je crois qu'on est obligé d'avoir recours au schéma classique. Le schéma classique. Dialectique. Donc, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et ensuite, je synthétise. Et en synthétisant, je me positionne. D'accord? Et parfois, on passe directement par défendre un choix. On défend directement son choix. Réécrire, c'est écrire. Écrire, c'est réécrire, pardon. L'exemple qui a été donné tout à l'heure par M. Misson. Écrire, c'est réécrire. Alors, soit je réfute complètement. Je réfute. Soit je suis tout à fait d'accord. Soit je vais exposer ceux qui sont pour. Donc, les arguments de ceux qui sont pour, les arguments de ceux qui sont contre, et ensuite je synthétise et je me positionne à la fin. Voilà. Youssef. Vous êtes toujours là? Oui, il est toujours là. C'est bon. D'autres questions? Non. Est-ce que vous nous entendez? D'autres questions, s'il vous plaît. Alors. Oui, nous entendons.
Oui. D'autres questions, s'il vous plaît. C'est le problème de connexion. Oui, avec plaisir. Un instant, parce que aujourd'hui, nous avons un problème de coupure d'électricité et une perturbation du réseau ADSL. Oui. C'est également le cas chez vous, n'est-ce pas? Oui. On a le même problème. Sauf que chez nous, il n'y a pas eu de coupure d'électricité. Oui. Depuis, on n'y en a pas eu. C'est bon? Il y a eu une coupure. Bon, une question, si vous avez référence là. Vous me voyez? Oui, vous m'entendez, monsieur? Oui, allez-y, allez-y. Bon, une question qui a été, si vous voulez, à laquelle on a répondu tout à l'heure. Si vous voulez ajouter quelques éléments de réponse, bien sûr. C'est une participante qui ne mentionne pas son nom. Je voulais savoir la différence entre un commentaire et une dissertation dans la rédaction. Je pense que cette dernière est moins complexe que le commentaire, ou bien moins argumentée. Non, dans notre cas, on nous demande souvent des dissertations. Dans notre cas, on nous demande souvent des dissertations, je crois. C'est qu'elle a eu. Youssef, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce que vous nous entendez? Alors, on vous entend, oui. Oui, allez-y, donc posez directement vos questions. Si vous nous entendez, vous pouvez nous poser directement vos questions. Alors, différence entre commentaire et dissertation. Je suis incapable de répondre à cette question. Vous voulez que je répète, monsieur? C'est la question de Youssef. C'est la question de Youssef. Oui. Enfin, la différence entre la dissertation et le commentaire, moi, personnellement, je ne veux pas m'aventurer. C'est moi qui l'ai posé, par mon cas, c'est-à-dire en architecture. Ah, en architecture, la dissertation en architecture. Dissertation en architecture. Une autre question, Youssef? Oui. Tout travail de recherche, Belgezar, il pose la question suivante. Tout travail de recherche repose sur des conjectures personnelles pour lesquelles on peut adhérer comme on peut avoir une opinion inverse. Il repose sur des conjectures personnelles. Conjectures, oui. Des conjectures. Oui, voilà, personnelles pour lesquelles on peut adhérer comme on peut avoir une opinion inverse. L'ouverture est là pour dire qu'il s'agit d'un raisonnement qui n'engage que moi et n'achève en rien l'idée de recherche. Oui, c'est ça. Je ne vois pas où est la question. Oui, c'est un commentaire. C'est un commentaire et nous partageons ce commentaire. Oui. Alors, je fais ça. Très bien. Vous n'avez pas mentionné que c'est pour les langues étrangères. Je suis une chimiste. Moi, je fais quoi ici? Bon courage. Merci. Bonne chance à vous. Vos conseils sont bien clairs. Merci. Merci. Une question. Quand sont programmés les examens? Aucune idée. Aucune idée pour le moment, oui. Ça relève du ministère. Bon, ça commence d'abord. Ça, c'est... Bon, je vais remettre ma casquette de chef de projet. Chef de projet. Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr, maintenant je vous entends très bien. Vous m'entendez? Donc, il y aura d'abord l'étape des préinscriptions. Et ensuite, c'est le traitement, des dossiers par l'administration. Puis le traitement par les membres du CFD, traitement scientifique, donc traitement administratif, puis traitement scientifique. Et ensuite, nous avons arrêté la liste de ceux
qui ont la liste des candidats Retenu. retenus pour le concours. Et ce n'est qu'après que nous allons arrêter et fixer une date définitive pour le concours. Et je crois que bon, ça se passe de la même manière dans tous les établissements universitaires algériens. Et bien entendu, la préinscription se fait via la plateforme Progress. Est-ce que j'ai été clair? Bien sûr, vous l'êtes. Ok. Est-ce que vous pouvez… est-ce que c'est vrai, nous avons le droit de passer le concours dans une seule université? Non. Non. La question de ce n'est pas dit Siham. dans l'arrêté. Ce n'est pas dit dans l'arrêté 961 qui date du 3 décembre 2020. Le dernier arrêté dont nous avons été destinataires. Alors, dans cet arrêté, on ne le dit pas. Donc, puisqu'on ne le dit pas, alors normalement, c'est ce qui était en vigueur l'année passée qui le sera cette année. Donc, on avait le droit de passer le concours dans 4 universités différentes. Et il n'y a eu aucune modification cette année. Donc, normalement, nous avons le même droit. Bon. C'est toujours des questions qui sont axées sur la différence entre commentaires et dissertation. Et certaines parlent plutôt de quelques conseils pour la rédaction scientifique et les axes de révision. Les axes de révision, est-ce que vous pouvez en parler maintenant? Ou bien vous reportez ça tout à l'heure? Non, le problème, c'est que là, aujourd'hui, nous ne nous adressons pas uniquement à ceux qui vont passer le concours ici à HLEP. Je suppose qu'il y a des gens qui sont de Betna, de Tiaret, d'Oran, d'Alger, etc., qui nous suivent. Donc, je ne peux pas donner d'axes. Les axes, on va les afficher ici au niveau de notre établissement. Nous allons les afficher dans le site de l'université, mais ils seront destinés uniquement à nos candidats. Oui. Je crois que… Oui, allez-y. Hakim pose la question, est-ce que le secret de la réussite dans le domaine de la didactique, c'est de répondre aux questions, le comment et le pourquoi? Vas-y. Enfin, le secret, moi je préfère ne pas employer ce mot secret-là, d'accord? Alors, pour réussir dans une recherche scientifique, de façon générale, et je ne vais pas limiter cela à la didactique, c'est de se poser les bonnes questions. Un bon chercheur, c'est celui qui se pose les bonnes questions. Qu'il s'agisse du comment, du pourquoi, du quoi, du quand, du où, c'est une question, comme l'a si bien dit M. Missou, c'est une question très ouverte. Donc, il ne suffit pas aux didacticiens de poser les questions du comment, du pourquoi. Mais il lui faut poser les bonnes questions. Voilà. Oui, bien sûr. Moi, je dis que ça ne se limite pas à la didactique. Ouais. Une question concerne l'examen SDL. Ça porte sur le module analyse du discours ou sociolinguistique. C'est l'offre doctorale de Schleff. Oui. Ouais. Je vous pose une autre question, messieurs. Oui, allez-y. On attend toujours, oui. Oui, ma question concerne… une autre Siham, elle dit également, ma question concerne le commentaire en domaine littéraire. Est-ce que la citation d'un théoricien a plus d'impact que d'avoir recours à un exemple d'une œuvre littéraire afin de justifier notre argumentation? Oui, vas-y. Alors, c'est le même problème. Il faut déjà connaître la question et à partir de la question, on pourrait répondre à la question de la demoiselle. Oui, mais a priori, moi, même si je n'ai pas très bien compris la question de la participante, mais je crois que dans un commentaire littéraire, dans une dissertation littéraire, il vaut mieux se référer à des spécialistes en la matière et pas à des romanciers. C'est ça, c'est la question. La question porte sur ça. Est-ce que je dois citer les auteurs, donc les spécialistes, n'est-ce pas?
Ou des ou romances. bien puiser dans les œuvres littéraires que j'ai lues quelques. Bon, nous n'allons pas parler de citations dans ce cas, des passages. Hein. C'est des passages. Des passages, oui. Ce ne sont même pas des citations. Ou ce qu'elle est capable de le citer intégralement. Voilà. Et ce serait bien qu'elle pose la question à un littéraire. Il sera mieux. Bon, pour la spécialité SDR. Marwa pose la question. Oui. Pour la spécialité sciences du langage. Oui. Est-ce que l'examen se porte sur le module analyse du discours ou bien seulement sur la sociolinguistique ou bien sur les deux? Il y aura par exemple deux épreuves. Une sur la sociolinguistique et une sur l'analyse du discours. Ah non, il y aura une seule épreuve. Il y aura une seule épreuve. Une seule épreuve. Il y aura une seule épreuve. Une seule épreuve de spécialité. D'accord? Une seule épreuve. Alors là, je crois qu'elle s'est référée à l'intitulé, elle s'est référée à la spécialité elle-même. Parce que SDL, sciences du langage, c'est sociolinguistique et analyse du discours. Sociolinguistique et analyse du discours. Mais bien entendu, il y aura une seule épreuve. D'accord? Soit elle va relever de l'analyse du discours, soit elle relève de la sociolinguistique, soit elle pourrait très bien relever des deux. Hein. Des deux, d'accord? Voilà. Ce qui est sûr, Youssef, c'est que Youssef, oui. Ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas vous donner le sujet aujourd'hui. Hein? Ah, d'accord. Ni les axes. Bien sûr. Vu que le plan thématique, Zine me pose la question, vu que le plan thématique est le plus facile à réaliser, est-il le mieux adapté plutôt pour garantir la réussite de la dissertation? Oui. Là, on revient à ce que nous avons dit auparavant, c'est les différences interindividuelles. Tout dépend de la personne, comment. Alors, déjà, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Déjà, le sujet, vos connaissances sur le sujet, quel plan on va adopter, tout ça dépend du candidat lui-même. Nous, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est ce que nous avons compris, hein, c'est de leur proposer ce qu'on appelle des recettes. Les recettes n'existent pas. Si la personne pense que le plan thématique est le plus approprié dans un cas, oui, c'est une façon de procéder. Comme il existe d'autres façons de procéder. Je crois que nous sommes à bout de questions. C'est bien, nous sommes des champions, nous avons répondu à toutes les questions. Est-ce que vous avez des éléments de réponse ou bien des clarifications ou bien des informations supplémentaires à donner aux candidats? Oui, donc d'après les questions qui sont posées, donc on se rend compte que les futurs candidats s'attendent à ce qu'on leur fournisse des recettes, franchement. Oui, c'est ça. Et moi, je leur dis qu'il faudrait que d'ores et déjà vous vous mettiez dans la peau d'un chercheur. D'accord? Donc, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de recette miracle. Vous allez réviser il y a une autre question, je crois, là. Alors là, c'est une question très importante. Je viens de lire une question importante concernant la gestion du temps. Une heure et demie ne suffit pas à certains candidats, n'est-ce pas? Et là, je reviens donc au processus rédactionnel et au sous-processus de planification. Alors, nous avons remarqué que les étudiants n'utilisent pas les brouillons. Enfin, les candidats utilisent rarement le brouillon. Et le brouillon, bien entendu, chacun a sa façon de travailler. D'accord? Mais je dis que le brouillon, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que c'est à travers ce brouillon que je planifie ma rédaction. Que veut dire planifier? C'est mettre un plan, élaborer un plan. N'est-ce pas? Et en élaborant le plan, j'élabore en fonction de mon raisonnement. Et ensuite, une fois le plan bien élaboré, donc la planification effectuée, je passe à ce qu'on appelle la mise en texte. Alors, comment gérer son temps? C'est de choisir uniquement l'information essentielle.
Aller à l'essentiel. C'est d'aller à l'essentiel, de ne pas chercher à tourner autour du pot. Évitez les digressions, s'il vous plaît. Évitez les digressions. Je vous parle de la didactique de l'écrit, ne me parlez pas de l'enseignement du français en Algérie. Oui, pourquoi certains étudiants recourent à la digression? Parce qu'ils pensent que plus ils écrivent, plus mieux ils seront évalués. Voilà, ils vont être mieux évalués. Alors, c'est faux. C'est faux. Ce qui compte le plus, c'est la charge informationnelle qu'il y a dans votre copie. Si vous apportez une information, une seule information, je ne dis pas plusieurs informations, une seule information, et cette information, elle est, comment dire, d'une part pertinente, elle est congruente avec le sujet qui est proposé, et en même temps, qu'est-ce que vous faites? Vous développez cette information. On voit qu'il y a une progression. Ça pourrait, je dis bien, ça pourrait être un travail qui va être à la fin beaucoup apprécié par le correcteur. Vous pouvez avoir, par exemple, un autre étudiant qui, lui, va faire opter pour, comment dire, une copie qui va être pleine d'informations, mais qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que le candidat, comme on dit, sort du coq à l'âne. C'est-à-dire il y a une impression de décousu. C'est-à-dire on ne sait plus, le fil conducteur n'y est pas. S'il n'y a pas de fil conducteur, la note ne va pas être, comment dire, conséquente. C'est-à-dire vous allez avoir une note, comment dire, une mauvaise note. Voilà, pas celle que vous attendez, à laquelle vous vous attendiez. Vous êtes toujours là, Youssef? Est-ce que vous êtes toujours là? Comment le candidat pourrait rédiger un discours objectif en argumentant? Alors, l'objectivité, justement, je ne sais pas si vous nous entendez là, parce que Youssef a disparu. Ouais. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, ok. Donc, un point sur lequel nous n'avons pas beaucoup insisté, et c'est les caractéristiques du discours scientifique. Les caractéristiques linguistiques du discours scientifique. Vous savez très bien que, alors, vous n'allez pas me dire qu'un discours scientifique doit être objectif, parce que ça, tout le monde le sait. Un discours scientifique, il doit être objectif. Donc, le chercheur se doit de se montrer neutre, en quelque sorte. Mais moi, je parle des caractéristiques linguistiques. Alors, un discours scientifique, il se caractérise par l'emploi d'un vocabulaire, ce qu'on appelle un vocabulaire monosyllabique. Donc, il y a l'univocité en quelque sorte. Quand je parle, j'utilise des mots. Bon, d'abord, il n'y a pas d'approximation. Il faut que j'utilise le mot exact. Donc, c'est l'exactitude, c'est l'univocité. Le mot doit développer un seul sens. Il doit être compris de la même manière que vous l'avez compris vous-même par le correcteur. Donc, ça, c'est le vocabulaire. Il faut choisir un vocabulaire juste, ce qu'on appelle le vocabulaire juste, précis. Deuxième caractéristique concernant les structures syntaxiques. Alors là, dans un discours scientifique, il faut éviter les phrases proustiennes, ce qu'on appelle les phrases proustiennes, les phrases complexes, les phrases trop longues. D'accord? Donc, bien entendu, il faut aller droit au but. Et pour aller droit au but, on dit que enfin, c'est la droite, entre deux points, la droite, c'est le plus court chemin entre deux points, c'est la droite. D'accord? Donc, utiliser des droites. Et les droites, en syntaxe, c'est la phrase simple. Tout simplement, utiliser les phrases simples. Utilisez, pour donner de la cohérence à votre texte, utilisez ce qu'on appelle les connecteurs ou bien les articulateurs logiques. D'accord? Donc, les éléments de transition, en passant d'un paragraphe à un autre, il ne faudrait pas qu'il y ait un passage brutal entre l'introduction et le développement, entre la première partie et la deuxième partie, etc. Donc, tout ça, ce sont des caractéristiques linguistiques du discours scientifique. Alors là, ces caractéristiques, justement, ce ne sont pas des recettes que je suis en train de vous donner, mais il faut bien entendu, pour que votre texte soit bien évalué, il faut que ça soit respecté par l'ensemble des candidats. Autrement dit, là, il n'y a pas de différence individuelle. Je ne vais pas dire que il faudrait que votre discours soit objectif, alors l'autre, s'il ne vous ressemble pas, son discours sera plutôt subjectif. Non. Dans tous les cas, le discours doit être objectif.
Dans tous les cas, le vocabulaire doit être un vocabulaire bien choisi et un vocabulaire précis. Dans tous les cas, il faut choisir des structures simples et dans tous les cas, il faut bien sûr, il faut que votre texte soit cohérent et pour cela, il faut utiliser les articulateurs, les connecteurs, les éléments de transition, etc. Oui, je crois que j'ai compris la question qui a été posée par la demoiselle. Elle nous dit, voilà, dans sa tête, c'est comme s'il y avait une certaine contradiction. Alors, d'un point de vue, vous nous demandez d'argumenter, et l'une des caractéristiques majeures du discours scientifique, c'est que c'est un discours qui est scientifique. Pardon, qui est un discours objectif. Alors, ceci n'annule pas l'autre. Hein. C'est-à-dire, je peux prendre position en restant objectif. Des positions objectives. Voilà, c'est ce qu'on appelle, oui. Alors, pourquoi une telle question? Parce que tout simplement, moi j'ai été enseignant au lycée, et on a malheureusement appris à nos élèves que le discours scientifique est un discours neutre, c'est-à-dire il y a absence de l'auteur. Non, c'est faux. Il n'y a pas absence de l'auteur dans le discours scientifique. S'il y avait absence de l'auteur, on n'aurait ni le je ni le nous. Comment dire, le scientifique, il est présent. Alors, le discours scientifique, c'est ce qu'on appelle un discours qui est un discours objectivé, c'est-à-dire que vous, à travers vos arguments, vous allez apporter cette objectivité à votre travail. Premièrement, en recourant à la citation, dire, voilà, je prends position, mais je ne prends pas position comme ça. Hein. C'est-à-dire, je prends position parce que tout simplement, il y a derrière moi ce qu'on appelle une doxa. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont travaillé sur cette question et voilà les résultats auxquels ils ont abouti. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, faites très attention, ne croyez pas que discours objectif veut dire discours neutre. C'est-à-dire, il y a absence totale de l'auteur. Non, ça, c'est une... malheureusement, c'est une erreur dans laquelle tombent beaucoup nos étudiants. Non. Voilà, monsieur, je voulais dire comment. Voilà, c'est ça. Je crois que j'ai répondu à cette question. C'est-à-dire, pour être. Et Mokhran a clairement répondu. C'est bon. Ça y est, merci. Alors, puisque vous avez. Ça y est. Donc, je vais essayer de synthétiser ce qui a été dit là, d'accord? Parce que je crois avoir prononcé le mot neutre tout à l'heure. Oui, je suis tout à fait d'accord avec M. Michon. Moi, je conçois la neutralité dans le... Comment on appelle ça? Quand on rapporte les citations des uns et des autres. Quand je rapporte, je suis neutre, donc je suis fidèle à la citation en quelque sorte. C'est dans ce sens que j'ai employé le mot neutralité. Ce n'est pas dans le positionnement. Parce qu'à partir du moment où on se positionne, donc quand on prend position, donc on n'est plus neutre. Sauf qu'en prenant position, on est objectif. Il y a des positions. Alors même en politique, dans la vie sociale, il y a des positions qui sont subjectives et des positions qui sont objectives. Donc ce qu'on demande au candidat, c'est d'objectiver son discours, donc de se positionner de façon objective par rapport à ce qui est avancé. Et il y a derrière tout ça, il y a la somme des lectures que nous avons faites. D'accord? Et on se fait une idée des avis des uns et des autres. Et à ce moment-là, en se mettant dans la peau d'un chercheur, on peut critiquer et on peut se positionner. C'est bon, Youssef? Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, c'est très... D'autres questions? Hein? Bon, je tiens à m'excuser auprès de l'ensemble des participants parce que ces coupures d'électricité, m'ont mis en émoi. C'est pour ça que je disparais. Bon, monsieur, je crois qu'il semble que nous n'avons plus de questions à vous poser. Si vous tenez à dire quelque chose à propos du concours du docteur, si vous voulez comme conclusion générale, faites-le. Vous pouvez le faire. Oui. Bon, nous allons prendre la parole, M. Michon et moi, oui. Moi, c'est un conseil que je donne à mes candidats. C'est un conseil. Et cette fois-ci, ce ne sera pas un conseil méthodologique. Ce ne sera pas un conseil méthodologique. Je leur dis seulement que le doctorat, ce n'est pas un projet social. Le doctorat, ce n'est pas un projet social.
Là, chacun est conscient de ses capacités. Et chacun caresse, alors il y en a ceux qui caressent le rêve de devenir docteur, de faire de la recherche, et d'autres qui se lancent dans cette aventure uniquement parce qu'ils croient que le doctorat va leur permettre de réaliser un projet social et pas un projet de recherche. Alors, je dis aux uns et aux autres que le doctorat, c'est un engagement. Donc, nous allons oublier cette histoire de concours, d'épreuves, de conseils méthodologiques, etc. Supposons que vous êtes admis à ce concours. Vous serez appelé à faire des sacrifices. C'est un engagement scientifique. Vous allez être appelé à mettre de côté un certain nombre de projets sociaux auxquels vous teniez tant. Donc, vous en savez quelque chose, monsieur Dahmani. Et nous sommes tous passés par là. Et nous avons dû sacrifier pas mal de choses pour pouvoir réaliser notre rêve, qui était un rêve, c'était le rêve du chercheur. C'était le rêve du chercheur. Donc, je leur dis, chacun est conscient de ses capacités et chacun est conscient de ses limites. Donc, si vous vous sentez capable de vous lancer dans cette aventure, donc de vous engager et de sacrifier pas mal de projets auxquels vous teniez, eh bien, lancez-vous dans cette aventure. Sinon, le doctorat, je le répète encore une fois, ce n'est pas un projet social. Merci beaucoup. Monsieur Missioum. Attendez. Alors, si la question est vaste, aborde un courant précis, mais elle est dite par un auteur, je ne sais pas. On ne va pas revenir sur ça maintenant. Oui. Moi, pour ma part, je vais vous donner un conseil qui est plus un conseil pratique. Moi, personnellement, comment j'ai fait pour préparer mon concours de magistère? Alors, je faisais des lectures, et en faisant des lectures, je prenais des notes. Et une fois que j'avais terminé ma lecture, par exemple d'un article ou d'un cours, alors, à partir de ces notes, qu'est-ce que j'écrivais? J'écrivais sur une fiche, des petites fiches, j'écrivais la synthèse. Et ces petites fiches, alors, elles me suivaient partout. Là où j'allais, j'avais mes petites fiches. Par exemple, je suis dans le taxi. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai du temps, je prends mes fiches et je consulte mes fiches. Alors, ça me fait une révision. Et c'est une révision que je fais alors, pendant toute la journée. Je ne sais pas, moi, je suis par exemple à faire mes courses. En faisant mes courses, je prends une fiche et je consulte cette fiche. Alors, ça me permet de mieux réviser et de mieux retenir. Pourquoi? Parce que j'ai assez de temps. Et en plus de ça, j'ai ce qu'on appelle un petit résumé. Je ne vais pas apprendre tout un pavé, par exemple. Je ne sais pas, si vous prenez vos cours et vous serez incapable de les apprendre tous. Impossible. Alors, ce qui fait que moi, le côté pratique, c'est quoi? C'est de vous munir de petites fiches et ces petites fiches doivent vous accompagner partout. Chaque fois que vous avez du temps, vous prenez les fiches. Avant de dormir, je prends ma fiche et je lis mes fiches. Et je m'endors. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, je tiens à remercier nos interlocuteurs d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et pour leur réponse aussi fructueuse que riche et diversifiée. Nous remercions également tous les participants auxquels nous souhaitons bonne chance, notamment aux futurs candidats. L'ANECLEA est également remerciée de cette initiative et vous invite vivement à la rejoindre. Enfin, je passe la parole à nos interlocuteurs pour clore cette rencontre. Messieurs, merci. Merci Youssef, merci à Madame Ouhi, merci à tous les membres de l'ANECLEA dont nous faisons partie. Donc, je tiens à lancer un appel à tous nos collègues, à tous nos enseignants-chercheurs, à tous les doctorants, à tous les masterants. Donc, je leur dis, vous avez un espace de recherche, donc rejoignez-nous. C'est l'ANECLEA, l'Association nationale des enseignants-chercheurs en langue étrangère en Algérie. Et à ce que je sache, c'est la seule association qui s'intéresse réellement à la recherche. D'accord? Donc, nous n'avons d'autres privilèges que la possibilité de faire de la recherche
au sein de cette association. Donc, rejoignez-nous et faisons avancer la recherche en Algérie. Merci. Moi, pour clore, je dirais Merci beaucoup, bonne monsieur. chance. Alors, bonne chance et bon vent à tout le monde. Ça, c'est bon. Pour ce qui est du vent, c'est pas ça qui manque dehors. Hein. C'est pas ce qui manque. Merci beaucoup, monsieur. Allez, Merci à tout le monde. Merci beaucoup. au revoir. Merci beaucoup.